France s'exprime partout et partout se traduit en actes. Mais il faut aussi qu'elle se contienne assez pour n'éclater tout à fait, pour ne déborder tout à fait, qu'un jour où l'égalité des armes renforcera la supériorité du courage. Harceler l'ennemi, en attendant de se mesurer ouvertement à lui. Saboter, tantôt par la grève, tantôt par la grève perlée, tantôt par la lenteur voulue, tantôt par l'action directe, la machine de guerre ennemie, en attendant de l'attaquer à visage découvert. Je m'appelle Lucien Mansonne, je suis née en 1898 dans le nord de la France. J'ai obtenu mon brevet d'instituteur à Berck. J'ai y vu beaucoup de blessés de guerre. En avril 1917, je reçois mon ordre de mobilisation en tant qu'agent de liaison. Non loin de chez moi, je suis alors caporal. La vente de renfort, nous sommes en fait Caporal, reçu ce message à 126e situé à l'ouest. On occupe. La 125e a besoin de renforts pour vous nous aider. Ok, allons-y. En septembre 1918, je suis victime d'un bombardement à l'Hypérite et je suis évacuée. Faisant partie de l'armée d'occupation allemande de 1918 à 1922, je ressens la gêne et la misère de la population allemande. Regardez quels soldats étrangers nous rendent visite. Ils n'ont rien à faire là, ils ne sont même pas de notre pays. Arrêtez de prendre nos affaires. Comment je vais pouvoir nourrir ma famille?
Je m'en rappellerai 20 ans plus tard. Je quitte le service en février 1922 avec le grade de sergent-major. Garde à vous! Soldat Johnson, propos en avant! Monsieur Johnson, vous avez été très courageux. La nation vous remercie pour votre bravoure. Au nom du président de la République, j'ai l'honneur de vous remettre la croix de guerre. Soldat Johnson, gagnez vos rangs! Qui a fait cela? Pas nous, maître. Soyez honnête. C'est la vérité, maître. Dénoncez-vous ou je préviens vos parents. C'est nous sommes vraiment désolés, maître. Pourquoi avez-vous fait cela? Vous pouvez juste nous donner. Je vais réfléchir à votre sanction avec Monsieur Janson, le directeur. Remettrez-vous au travail. Bonjour à tous. Nous sommes réunis pour réfléchir à une sanction. Certains élèves se sont amusés ainsi, de langue sur la blouse de leur maître. Avez-vous des choses à proposer? Leur donner des divisions? Non, ce n'est pas assez sévère. Leur donner plus de devoirs cette semaine? Ce n'est pas suffisant non plus. Par contre, je lancerai plus d'eau sur la blouse de mon professeur? Non, je propose plutôt une journée d'exclusion. Qu'en pensez-vous? Nous allons voter. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Au soir du 17 juin 1940, le maréchal Pétain, pourtant héros de la bataille de Verdun en 1917, signe la capitulation française auprès des Allemands. La France a été envahie à la vitesse de l'éclair, les troupes n'étaient pas assez préparées, la France a perdu la guerre et passe sous contrôle allemand. Mesdames, Messieurs, Monsieur le maréchal Pétain, président du Conseil des ministres, vous parle. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Sûr de l'affection de notre admirable armée qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires contre un ennemi supérieur en nombre et en armes. Sûr de la confiance du peuple tout entier, je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. C'est une blague. Notre sauveur de la Première Guerre mondiale nous apportant nos mains des poches. Relâche, pourriture, vendu, trouillard, collabo. Tu es tous enfin héros. Tu ne peux pas mieux qu'Adolphe. Tu peux dire ce que tu veux, on ne te laissera pas faire. En effet, bon nombre de Français ne sont pas d'accord avec Pétain et souhaitent que la guerre se poursuive. C'est le cas notamment de Charles de Gaulle qui, depuis la radio anglaise le 18 juin 1940, diffuse un message à destination de tous ceux qui refusent la défaite et souhaitent la poursuite des combats. À l'heure de la diffusion de ce message, la famille Johnson est à côté du poste de radio. Ici Londres. La BBC parle à la France. Veuillez écouter le général de Gaulle. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées,
s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. En voilà un des héros, un homme, un vrai. Celui-là, ce n'est pas une mauviette. On le suivra jusqu'à la victoire. Vive de Gaulle, vive la résistance! La France compte 2 millions de prisonniers et le nord de la France est partie de la zone interdite. Les habitants doivent vivre sur les seules ressources que lui laisse l'occupant. Je me fixe pour mission de venir en aide aux prisonniers de guerre et à leurs familles privées de ressources. La presse publie des listes de colis idéales, bouillon Maggi, boîtes de maquereaux, biscuits Gondolo, marmelade, crayons de pipe, passe mondiale. Je crée le comité local d'assistance aux prisonniers de guerre dont je gère la trésorerie. Le comité collecte denrées et fonds prépare des colis pour les plus démunis. Au cours de l'hiver 1940 à 1941, une véritable disette s'y verra. Ma mission sera très difficile. En 1940, Lucien Johnson, instituteur rue Zola, à Caudry, et son fils Gilbert font partie de la résistance française dans l'OCM, c'est-à-dire l'organisation civile et militaire. Les réseaux de résistance souhaitent avoir des renseignements sur les positions allemandes autour des bases aériennes, et notamment sur celle de Cambrai. En cet après-midi d'été, Lucien et Gilbert discutent, à l'écart de tout afin d'élaborer un plan pour prendre des informations sur l'ennemi. Mon fils, je vais te confier une mission de la plus haute importance pour notre réseau. Tu pourras m'écouter. Bien sûr que oui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu vas aller à Nirvine. Tu dois y repérer les positions allemandes autour du composite. Tu vas prendre cette carte avec toi et marquera au stylo rouge les emplacements des Allemands. D'accord, j'ai bien compris. Et si je me fais repérer cette carte sur moi? Ne t'inquiète pas, je pensais à tout. Tu vas rouler la carte et tu la glisseras dans le guidon de ton vélo. Ainsi, personne n'y verra rien. Sois discret pendant ton repérage. N'hésite pas à te cacher derrière un arbre, dans un buisson. Et ne prends pas trop de risques. Nous aurons besoin de toi encore dans d'autres missions. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. J'ai fait au plus vite. Que son avion ait été abattu par les Allemands au-dessus de Kiev le 9 juillet 1943, Fred Smooker, soldat de la Royal Air Force britannique, se retrouve en pleine nuit au milieu des champs. Ses 6 autres camarades d'infortune sont retrouvés et exécutés par l'occupant. Smooker pense avoir les 2 chevilles brisées. Il rampe à travers les blés pour se mettre à l'abri. Il passe le week-end caché, affamé et assoiffé. Le lundi suivant, alors que ses chevilles lui font extrêmement souffrir, il arrive à Bettencourt où il rencontre M. Baudouin et son épouse. Vorwärts, besetzt geht! Pass auf, Mann!
monsieur, café. Bauduin et Smooker échangent quelques mots dans leur langue respective. Ils n'apprirent pas grand-chose l'un de l'autre. Bauduin et sa femme hébergèrent Smooker pendant 5 jours. Monsieur Bauduin, dont Smooker apprendra par la suite qu'il est garde champêtre de Bettencourt, lui présente alors Lucien Janson. Bonjour, je m'appelle Janson. La première chose que nous allons faire, c'est boire une bonne tasse de thé anglais. Ok, thank you. Janson procure alors de faux papiers à Smooker qui s'appellera désormais Georges Petit. Je vais te faire évader pour que tu rentres en Angleterre. Pour l'instant, il y aura quelqu'un qui va venir te chercher. Tu vas te cacher dans ma serre. Une camionnette bâchée arrive alors. Smooker alias Georges Petit y prendra place et sera conduit à la gare de Caudry où il prendra le train pour Paris. Puis arrêté en décembre 1943, je suis condamné à mort le 12 mai 1944. Grâce à l'action des compatriotes, ma peine est changée en déportation en Allemagne. Mais le commandement de la citadelle, je suis incarcéré, refuse d'obéir à cet ordre et me fait fusiller le 23 août 1944.